Au premier millénaire avant Jésus-Christ, une grande civilisation dominait toute l'Europe. Elle s'étendait des îles britanniques au haut plateau d'Anatolie. Nous l'appelons aujourd'hui la civilisation celtique. Le mot celte s'applique à une multitude de phénomènes qui se produisent sur un immense territoire. Nous ignorons le nom de la plupart de leurs chefs. Les Celtes n'étaient pas un peuple, mais une coalition de tribus qui se regroupaient uniquement en cas de danger. Ils vivaient dans toute l'Europe. Ce sont nos ancêtres, même si nous ignorons presque tout d'eux. L'histoire des Celtes reste pour nous une page blanche dans de nombreux domaines, parce que les Celtes ne l'ont pas écrite. Leurs ennemis grecs et romains les qualifiaient de barbares, ivrognes et querelleurs. Or, ces mêmes ennemis ont été jusqu'à il y a peu les seules sources historiques. Notre connaissance des Celtes provient d'une part de traces écrites et d'autre part de vestiges matériels. Ces vestiges livrent de plus en plus d'informations, car les technologies d'investigation modernes ouvrent de nouveaux horizons à l'archéologie. Le nombre de découvertes récentes est spectaculaire. Et nos connaissances n'ont pas simplement augmenté au fil des dernières décennies. Elles ont explosé. Une civilisation riche et fascinante est en train de sortir des oubliettes de l'histoire. Les guerriers qui ont inculqué la peur aux Romains eux-mêmes étaient tout sauf des sauvages. Leurs bijoux et leurs ustensiles illustrent le savoir-faire de leurs artisans et de leurs commerçants. Ils nous révèlent la véritable histoire des Celtes. Notre enquête débute en Italie. Le Val Camonica s'étend sur 70 km dans le nord-est de la Lombardie. Il est situé au bout d'une route de commerce très ancienne conduisant à travers les Alpes. Depuis plus de 10 ans, Alberto Maretta explore cette vallée, qui a été le premier site italien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Le Val recèle un trésor d'une valeur inestimable. Sur les rochers du Val Camonica, on a un large éventail de figures qui représentent des hommes, surtout des guerriers, des animaux de diverses espèces, des constructions, toutes sortes d'objets comme des armes ou des charrues, mais aussi des symboles. Tout cela correspond à l'imaginaire des populations qui ont vécu dans cette vallée pendant des milliers d'années. Les premières découvertes ont été rendues publiques en 1909. Depuis, on a trouvé plusieurs centaines de milliers de gravures rupestres. Ces gravures devaient jouer un rôle important dans la culture celtique. Ces inscriptions servaient à maintenir la cohésion du monde. Au moment d'une naissance, d'un décès ou d'un mariage, l'équilibre du monde était bouleversé, alors que les rochers, eux, ne changeaient jamais. Les figures gravées dans la roche ne bougeaient pas. Elles donnaient un sentiment de stabilité et de sécurité qu'il n'y avait pas dans la vie quotidienne. Depuis toujours, des hommes sont passés par cette vallée pour franchir les Alpes. Certains pacifiquement, d'autres non.
Les populations locales ont inscrit ces rencontres dans la roche. Ces glyphes exceptionnels ont été tracés il y a 12 000 ans. Ils pourraient être les toutes premières représentations de guerriers celtes. Pendant longtemps, les Alpes ont constitué une barrière naturelle entre les peuples du nord de l'Europe et ceux de la péninsule italienne. Il y avait des échanges de marchandises, mais peu de rencontres entre eux. Cela a changé au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsque des grandes coalitions celtiques ont traversé les Alpes. Pourquoi les Celtes ont-ils commencé à migrer? On ne le sait pas précisément, puisqu'on ne dispose d'aucune source écrite. On suppose que des famines provoquées par de mauvaises récoltes ont pu les pousser à rechercher de nouveaux sites de peuplement. Les premiers Celtes qui arrivent dans le nord de l'Italie, sont-ils des réfugiés économiques et climatiques qui espèrent une vie meilleure au sud des Alpes? Les attraits du mode de vie méditerranéen ont certainement séduit nombre de Celtes, comme le rapportent les anciens. Quelles que soient les raisons qui les poussent à partir, les groupes celtiques semblent décidés à conquérir de nouveaux territoires. Vers 390 avant Jésus-Christ, une grande armée celtique descend vers le sud. Elle est commandée par un homme appelé Brennus. C'est en tout cas ce que rapporte l'historien romain Tite-Live 3 siècles plus tard. Naturellement, on ne peut pas accorder trop de crédit à Tite-Live concernant la première période de l'Antiquité romaine. Néanmoins, il reste la principale source d'informations sur cette période, car le livre d'histoire qu'il a rédigé est le seul qui nous soit parvenu. En 387 avant notre ère, les Celtes occupent la cité étrusque de Clusium. De nos jours, à Chiusi, en Toscane, il n'y a plus aucune trace du conflit qui s'est noué là dans l'Antiquité et qui a changé la face du monde. Clusium demande le secours de la puissance montante de la région, à savoir Rome. Rome n'est pas encore la capitale d'un vaste empire. Il est trop tôt pour cela. Ni même une opulente métropole, comme aujourd'hui. Au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, elle n'est qu'une petite cité-État, même si elle a déjà beaucoup d'ambition. À ce stade, le Sénat romain ne s'émeut guère des troubles constatés dans le nord. Les barbares ne lui semblent pas dangereux. Il dépêche néanmoins une délégation sur place. D'après Tite-Live, 3 frères ont pour mission de prendre contact avec les barbares et d'évaluer la situation. C'est ainsi que l'une des toutes premières rencontres diplomatiques entre les Celtes et les Romains a lieu aux portes de Clusium. Brennus reçoit les émissaires. La tension est palpable. Quid iam Roma? Co ibimus? Quid voltis a nobis? Et la rencontre ne se déroule pas comme prévu. Les Celtes refusent de se retirer. Les pourparlers tournent court. Les Romains commettent alors l'irréparable.
Les Romains ont assassiné un Celte au cours d'une mission diplomatique délicate. C'est une faute grave, même à leurs yeux. Mais Brennus est un homme sage, et il retient ses guerriers. D'après Tite-Live, les Celtes font preuve ce jour-là de plus de discernement que les Romains prétendument civilisés. Le fond du problème était que le Sénat n'avait pas déclaré la guerre en bonne et due forme aux Celtes. C'était un sacrilège, une violation du droit qui ne pouvait que mener à la catastrophe. Rome ignore encore le forfait commis par ses émissaires. Elle se croit en sécurité. Or, les Celtes préparent leur vengeance. Toute leur colère se concentre sur la ville, qu'on dira plus tard éternelle. Tite-Live évoque la marche des Celtes. Comme au bruit de leur passage, les villes épouvantées couraient aux armes et que les habitants des campagnes prenaient la fuite, ils annonçaient partout à grands cris qu'ils allaient sur Rome. Alerté, le Sénat envoie une armée à la rencontre des Celtes. Ils doivent être arrêtés au nord de Rome. C'est dans ce champ, le 18 juillet 387 avant notre ère, qu'aura lieu la bataille de l'Alia, le premier grand affrontement armé entre les Celtes et les Romains. Les 6 légions commandées par Quintus Sulpicius barrent la route aux Celtes. Il semble que c'est dans ce champ, au bord de l'autoroute, à 18 km environ au nord de Rome, qu'a eu lieu la bataille de l'Alia. On le déduit des sources écrites, selon lesquelles la bataille a eu lieu dans une plaine, au confluent du Tibre, qui passe là-bas, et de l'Alia, qui passait ici autrefois, pile à la jonction dans une plaine avec une éminence à l'arrière. C'est là que les Romains inexpérimentés rencontrent les peuples celtes, leur ennemi juré, qu'ils ne parviendront jamais à soumettre entièrement, même au sommet de leur puissance. Tite-Live n'indique pas le nombre des guerriers celtes. Mais bien plus que leur nombre, c'est leur science militaire et leurs armes qui surprennent les Romains. Mais quelles sont ces armes si redoutables? La réponse se trouve à plus de 1000 km de Rome, à Buchère, près de Troie. Une grande zone industrielle était prévue à cet endroit. Mais les archéologues ont découvert nombre d'ossements humains. Ces ossements sont les restes de guerriers celtes et de leurs épouses, inhumés avec un mobilier funéraire d'une qualité remarquable. Ces tombes apportent un éclairage précieux sur une période méconnue de l'histoire. L'intégralité du mobilier funéraire, donc lié au costume funéraire et donc à l'armement, ce sont des indicateurs de l'identité culturelle et sociale des défunts qui ont été inhumés sur ce site. Donc ça peut être également En fait, le costume funéraire est une carte visuelle, une carte d'identité visuelle des individus inhumés. Les Celtes enterrés à Buchère appartenaient à l'aristocratie et vivaient vers l'an 300 avant Jésus-Christ. Des détails comme la fermeture de ce collier montrent l'habileté de leurs artisans. Ces fibules sont ornées de corail. Elles ont pu être importées du pourtour méditerranéen ou fabriquées directement à Buchère,
avec du corail importé. Mais le plus impressionnant pour les archéologues est l'armement. Ces deux épées et leurs fourreaux sont richement décorés. Alors il est probable que ces épées aient été utilisées dans le cadre de batailles, puisque ces objets sont techniquement très élaborés et sont de ce fait fonctionnels. Et il est donc peu probable que ces objets aient été seulement destinés à la cérémonie funéraire. Ces épées sont relativement courtes, pointues et à double tranchant. Elles appartenaient sans doute à un fantassin. Preuve éloquente du savoir-faire des armuriers celtes, elles étaient sûrement mortelles aux mains d'un guerrier rompu au combat. L'intégralité du mobilier métallique illustre pleinement la haute technicité des artisans bronziers ou des forgerons celtes qui maîtrisent parfaitement leur art et la technologie de mise en forme de ces objets. Les Celtes savaient forger des lames à la fois souples et résistantes. Un travail long et minutieux, ainsi que le révèle une petite expérience que nous avons menée, qui a consisté à forger une épée avec du fer issu d'un bas-fourneau, comme à l'époque des Celtes. Ensuite, on coupe les barres, on les plie, on les soude, on les travaille au marteau et on recommence autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'on obtienne un matériau assez résistant pour forger une épée. La répétition des opérations permet de débarrasser progressivement le fer de ses scories. Le métal est à chaque fois un peu plus pur et plus solide. Le marteau-pilon facilite beaucoup la tâche des forgerons du XXIe siècle. Il permet de fabriquer une épée de démonstration en 8 à 10 heures. Une belle épée polie et finement ciselée demande bien plus de temps. Ces épées de fer ont fait la réputation des guerriers celtes. Elles ont assis leur suprématie en Europe pendant des siècles. Sur les bords de l'Alia, ces épées vont rendre de fiers services à leurs propriétaires. Les Celtes sont des guerriers expérimentés, toujours en train de batailler. Ce n'est pas le cas des soldats de l'armée romaine. Nous savons qu'il ne s'agit pas encore d'une armée régulière, d'une armée professionnelle. On pense qu'il s'agit plutôt d'une armée de petits paysans qui retournent à leur champ après la guerre. Les Romains affrontent les Celtes et leur bravade, leurs troupes tourbillonnantes de cavaliers et leur style de combat très fluide. Ce sont deux cultures militaires qui s'affrontent. Les Romains ne savent pas comment réagir. Pour éviter d'être encerclés par les Celtes qui leur sont supérieurs en nombre, les Romains se déploient en une longue ligne de front. Ce sera l'une de leurs multiples erreurs. Sur cette colline, les Romains postent d'autres hommes, sans doute leur cavalerie, prête à contre-attaquer. Mais Brennus ne laisse pas ses hommes foncer tête baissée sur la phalange romaine, ce qu'ils feraient s'ils étaient désorganisés et indisciplinés. Brennus leur ordonne de gravir la colline, et la grande charge des Celtes repousse violemment les Romains. Sulpicius paye cher le fait d'avoir placé les jeunes recrues sur l'aile droite. Les Celtes n'ont aucun mal à les déborder.
Celtes, qu'on dit sauvages, se jettent avec ardeur dans le combat et sèment la panique chez les Romains. Ils mettent en déroute Sulpicius et son armée. Il y avait le Tibre et l'Allia, mais il y avait aussi des marécages. Les soldats en armure étaient pris de panique. Ils fuyaient le champ de bataille et ils ont dû se noyer ou mourir d'une mort affreuse dans ces marais. La plupart des légionnaires de Sulpicius trouvent la mort en fuyant. Quelques-uns atteignent l'autre rive, se retirent jusqu'à la ville voisine de Véies, puis de là à Rome. Brennus a conduit une confédération de tribus jusque dans le nord de l'Italie. Or, on voit bien aujourd'hui comment il est difficile de maintenir des alliances. Cela demande beaucoup de diplomatie. Il y avait sûrement des différences linguistiques importantes entre les tribus et les aires de peuplement celtes. Cela montre qu'ils avaient un grand sens de l'organisation. On ne peut pas en dire autant des Romains de l'époque, alors que les Celtes, eux, ont déjà une longue expérience en la matière. Un site en apporte la preuve éclatante. Le village de Hallstatt se trouve dans les Préalpes autrichiennes au centre de l'Europe. Blotti entre des versants abrupts, au bord du lac du même nom, il était accessible uniquement par bateau ou sentier muletier jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pourtant, il est habité depuis des milliers d'années. Hans Reschreiter se rend à son travail à plus de 800 mètres d'altitude. Archéologue au Muséum d'histoire naturelle de Vienne, il dirige les fouilles de la mine préhistorique de Hallstatt depuis 2001. Il s'intéresse aux populations qui ont exploité cette mine de sel il y a plus de 7000 ans. Nous pénétrons dans un étonnant labyrinthe de galeries, de puits et de chambres. Les Celtes ont creusé des kilomètres de galeries pour extraire le sel. Des puits bien étayés et aux dimensions généreuses relient les différentes chambres d'extraction et les différents niveaux. Au premier âge du fer, les dimensions sont gigantesques. Certaines chambres mesurent 200 mètres de long, 20 mètres de haut et jusqu'à 20 mètres de large. On pourrait y loger un immeuble de 8 étages. Les mineurs progressent au rythme d'1 mètre de galerie creusée par mois. Leurs outils sont rudimentaires, mais efficaces. La technique est très simple à l'âge du fer. On travaille avec 2 outils. Une personne tient le pic et une autre tape dessus avec la masse. C'est comme ça qu'on creuse ces rainures en forme de cœur. Ensuite, on fait sauter tout le bloc de sel. Ces plaques de sel en forme de cœur étaient probablement la marque de fabrique de Hallstatt. On pense qu'elles se vendaient sur les marchés à proximité des Alpes-Orientales. Les gens savaient, en voyant leur forme, qu'elles venaient de Hallstatt. Il y a probablement une autre raison technique cette fois. Il devait y avoir un moyen facile de détacher de la paroi ou du plafond ces grands blocs de sel qui pouvaient mesurer 1,50 m. Une plaque de sel de 15 cm d'épaisseur pesait sûrement bien plus de 120 kg. La mine fournit des indications sur les méthodes de travail des mineurs, mais aussi sur les mineurs eux-mêmes.
Le sel permet de conserver les matières organiques par déshydratation. Tout ce qu'on voit ici est parfaitement conservé dans le sel. Voici par exemple des excréments humains déposés il y a plus de 2500 ans. On voit des cosses de haricots, des graines de mil et des enveloppes d'orge. Ces excréments sont si bien conservés qu'ils recommencent à sentir mauvais dès qu'on les humidifie. La mine a connu son apogée entre le 9e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Les mineurs étaient loin d'être pauvres. On voit clairement dans les tombes examinées que le mobilier funéraire était très riche, même pour les personnes dont le squelette était très marqué. Autrement dit, même les mineurs profitaient de la prospérité apportée par le sel. Ces tombes se trouvent à mi-chemin entre le lac et la mine. Certaines ont été mises au jour dès le 19e siècle. Ce champ funéraire présente plusieurs caractéristiques. D'abord son emplacement. C'est le site le plus encaissé qu'on connaisse à ce jour en Europe. Ensuite, le mobilier funéraire est très particulier. Il y a quelques milliers de personnes inhumées ici. Les mineurs, leurs femmes et leurs enfants. D'après des estimations, le champ pourrait contenir 6000 dépouilles. Ces vestiges humains nous renseignent sur la vie des mineurs et l'organisation du travail. On voit clairement que les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes activités. On voit aussi que les jeunes enfants participaient très activement à la production de sel. Les squelettes montrent que les femmes portaient de lourdes charges sur une épaule tout au long de leur vie, alors que les hommes utilisaient davantage leur ceinture pectorale et maniaient le marteau. Un autre élément retient l'attention des archéologues. Si les tombes les plus anciennes contiennent des objets en bronze, on voit apparaître un nouveau matériau dans les tombes les plus récentes, le fer. Hallstatt marque le commencement de l'âge du fer. Au début, le fer est un matériau nouveau, mais il ne présente pas vraiment d'intérêt. Ce champ funéraire, utilisé en continu durant des siècles, permet de retracer l'histoire du fer. Au début, il est employé uniquement en orfèvrerie. Puis, peu à peu, il est utilisé dans tous les domaines. Le mobilier funéraire trouvé ici est si caractéristique, si parlant, qu'on a décidé de nommer toute une période de l'histoire européenne d'après ce site. La période de Hallstatt est le premier âge du fer, qui remplace peu à peu le bronze. Elle marque aussi un tournant dans l'histoire des échanges commerciaux. Véritables autoroutes de l'Antiquité, les cours d'eau sont désormais utilisés pour transporter des marchandises sur de longues distances, sur l'eau ou le long des berges. Le fer permet la conquête de nouveaux territoires. Les Celtes disposent d'un réseau de voies de communication exceptionnel. Certaines de nos routes suivent encore le tracé de leurs voies. De nombreuses sources attestent en particulier d'une circulation de marchandises importante entre les deux rives de la Manche, avec des comptoirs implantés tout le long des côtes. Le cuivre et l'étain des îles britanniques s'échangent contre des marchandises venues des quatre coins de l'Europe. Une nouvelle aristocratie apparaît en Europe centrale. Elle bâtit ce que les archéologues appellent des résidences princières. Ces résidences offrent une protection aux artisans et aux commerçants qui s'établissent alentour. L'une de ces résidences a été mise au jour sur Lipf, dans le Bade-Württemberg, en Allemagne. Les résidences princières sont des places fortes, élevées sur des sites stratégiques. Elles ont la main mise sur les échanges commerciaux avec les contrées lointaines. Ce sont les premiers centres urbains celtes. Elles jouent un rôle déterminant. On le voit particulièrement bien à la Heuneburg, une résidence construite en surplomb du Danube, à 150 km de Lipf. Les premières traces de peuplement remontent au 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Mais le site connaît son apogée à la période de Hallstatt. Un visiteur venu d'une autre région du monde celte, où n'existait pas ce genre de résidence, devait être très impressionné.
Un peu comme lorsqu'un campagnard d'aujourd'hui découvre les gratte-ciels de Francfort ou de New York. Cette architecture traduisait la puissance. C'était nouveau pour les paysans qui menaient une vie très simple dans les villages et sûrement très impressionnant. C'était d'ailleurs le but recherché. Ces fortifications sont uniques au nord des Alpes. Elles ont été construites sur le modèle méditerranéen et témoignent des bonnes relations qu'entretenaient les Celtes avec le monde méditerranéen. En temps de paix, la Heuneburg était un centre économique de plus de 5000 habitants. En temps de guerre, c'était un abri sûr. Il ne faut pas voir le monde celte comme un seul grand peuple ou une unité. Il y avait diverses tribus et unités territoriales. La Heuneburg était le centre de l'une de ces coalitions. Les rapports entre les différentes coalitions étaient souvent conflictuels. La guerre, le conflit, la concurrence étaient des réalités quotidiennes au sein du monde celte. Une partie des trésors de la Heuneburg est conservée aujourd'hui dans les réserves du musée du Württemberg, à Stuttgart. Ces trésors ont attisé la convoitise d'autres tribus celtes. Ambre de la Baltique, coraux de Méditerranée, céramique grecque. Toutes ces richesses montrent que la Heuneburg entretenait tout un réseau de relations pour échanger des marchandises avec des contrées lointaines. D'autres éléments indiquent aussi un échange d'idées. Ce vase de forme ovoïde a été fait sur un tour de potier. C'est la première céramique façonnée de cette façon en Europe centrale. C'est une technique nouvelle pour la Heuneburg et pour l'époque celtique. À côté, voici un objet très personnel. Un fragment de petit miroir rond qui était un objet de toilette, d'hygiène et de savoir-vivre. On a aussi retrouvé des os de porc et on a procédé récemment à une analyse isotopique de ces os pour connaître le lieu d'élevage. Ce qui est très intéressant, c'est que ces porcs ne venaient pas de la Heuneburg, mais du sud de la forêt noire, qui était à une bonne distance. Ils ont probablement été conduits à la Heuneburg pour être abattus. Sûre d'elle, l'aristocratie celtique gagne en influence et sa culture se répand le long des routes commerciales d'Europe centrale, entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Mais cette progression pacifique débouche en 387 avant notre ère sur la bataille de l'Allia, qui oppose les Celtes aux Romains. Après avoir remporté la victoire, Brennus repart avec ses guerriers en direction du sud. Il parcourt les quelques 16 kilomètres qui le séparent de Rome sans rencontrer de résistance notable. Arrivés aux portes de la ville, ces guerriers se montrent à la hauteur de leur réputation, écrit Tite-Live. Les hurlements et les chants discordants des troupes barbares qui errent autour des remparts sèment la terreur parmi les Romains. Les Celtes utilisaient le carnyx pour communiquer pendant la bataille, bien sûr, mais sans doute aussi pour mener une guerre psychologique. On peut le comparer à l'usage de la cornemuse dans la musique militaire écossaise, ou au chapeau chinois de la musique militaire allemande inspirée des marches turques. Les Celtes manient aussi bien l'arme sonore que les autres. Jusqu'à ce jour, les archéologues n'ont pas retrouvé de carnyx entier. Mais les fragments qu'ils ont mis au jour et les représentations qu'on peut voir sur les monuments celtiques et romains ont permis de reconstituer la trompette de guerre des Celtes. Lorsque le musicien anglais John Kenny a joué du carnyx pour la première fois en 1993, cela faisait des millénaires que personne n'avait entendu ce son.
C'est le même principe de production du son qu'une trompette, un trombone, un corps d'harmonie ou un tuba. On fait vibrer l'air avec les lèvres. Les cuivres modernes se terminent par un pavillon qui amplifie et projette le son vers l'avant. Ici, le son est enfermé dans un crâne de bronze qui fonctionne exactement comme le crâne humain. Nos cordes vocales sont amplifiées par les cavités nasales et la forme de notre crâne. Ça nous permet de produire des sons sans ouvrir la bouche. C'est exactement pareil avec cet instrument. Le son n'est pas projeté vers l'avant, il irradie. C'est très rare dans les instruments de musique. Ce son a dû surprendre les oreilles romaines. Le monde était beaucoup moins bruyant à l'époque. Le son le plus fort qu'on pouvait entendre, c'était le tonnerre, le fracas des vagues sur les falaises ou les hurlements d'une foule. Or, les Carnix produisaient un son bien plus puissant que cela. De plus, en position verticale, il faisait 3,50 m de haut et il possédait une tête. Alors, quand on en voyait débarquer une dizaine au petit matin dans la brume, avec le bruit qu'il faisait, on pouvait très bien croire à une attaque de géants. Tous les Romains en âge de se battre se sont retranchés dans la citadelle du Capitole. Au petit matin, Brennus entre dans une ville déserte. Mais il se méfie. Il craint un guet-apens. Et il découvre rapidement que si les maisons romaines sont ouvertes, elles ne sont pas vides pour autant. Tite-Live raconte une histoire sans doute très pertinente pour ses contemporains, mais qui doit être très éloignée de ce qui s'est réellement passé. Il raconte que les vieillards de l'aristocratie rentrent dans leur maison, enfilent leurs vêtements de cérémonie et prennent place sur leur chaise de magistrat pour attendre avec un calme stoïque et une grande dignité l'arrivée des barbares. Quelle étrange situation pour les Celtes. Comment cela va-t-il finir ? Cette fois encore, c'est un Romain qui frappe le premier, écrit Tite-Live des siècles plus tard. C'est ainsi que commence le carnage. Les Celtes tuent tous les Romains qu'ils trouvent. Ils pillent les maisons et les incendient. Depuis le Capitole, Sulpicius et ses soldats assistent, impuissants, à la destruction de leur cité. On sait aujourd'hui que les Celtes étaient loin d'être des sauvages. Leur civilisation était très évoluée. Ce champ est situé à 2,5 km au sud-est de la Heuneburg. C'est un champ funéraire celtique connu. Il y a quelques années, des archéologues y ont fait une découverte qui a éclipsé toutes les autres.
En 2005, une fibule en or est remontée à la surface. Des étudiants de l'université de Tübingen se trouvaient là par hasard, et l'un d'eux l'a ramassée. C'est comme ça que tout a commencé. Lorsque les archéologues comprennent qu'ils sont en présence d'une tombe celtique encore intacte, ils prennent des mesures pour la protéger du pillage. On a organisé une garde devant la tombe la nuit et le week-end. On se demandait comment faire. On a songé à refermer la tombe et à la recouvrir d'une dalle de béton. Finalement, c'est la solution la plus lourde qui est retenue, au sens propre, puisqu'on décide d'extraire la tombe avec tout son bloc de terre. Elle sera soulevée au moyen de nombreux tuyaux passés en dessous. La manœuvre réussit, et le bloc celtique, de 80 tonnes de terre, est transporté à Ludwigsburg, à 120 km de son lieu d'origine. Depuis, les archéologues l'examinent couche après couche. Apparemment, la tombe était située tout près d'un cours d'eau, et elle a été inondée à de nombreuses reprises. Cela a eu un effet désastreux sur les objets en bronze et en fer. Mais cela a été bénéfique pour la chambre funéraire en bois, enfouie sous le tumulus. L'humidité a en effet permis une excellente conservation des poutres. Ce sont des madriers de chêne et de sapin. Par chance, les cernes sont restées visibles sur certains, ce qui a permis de les dater par la méthode de la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude des cernes d'arbres. Les cernes forment une sorte de code-barre qu'on peut lire pour savoir très précisément à quelle période l'arbre a poussé et quand il a été abattu. Cela a permis d'établir la date d'abattage des sapins et des chênes à l'année près, en l'occurrence 583 avant notre ère. Donc, la tombe date très clairement de 583. C'est un sacré coup de chance. En 2005, les archéologues ont d'abord trouvé la tombe annexe d'une enfant de 2 à 4 ans, inhumée au pied du tumulus. La taille du site funéraire semblait indiquer qu'il refermait la sépulture d'un prince. Mais les archéologues ont eu une surprise en ouvrant la tombe principale. D'après la taille de la chambre funéraire, on ne pensait pas qu'il puisse s'agir de la sépulture d'une femme. Mais le somptueux bijou pectoral en or et les fibules nous ont détrompés très vite. Cette découverte jette une lumière nouvelle sur la tombe de l'enfant. Malheureusement, il ne reste quasiment rien du squelette. En tout cas, pas de quoi procéder à une analyse d'ADN. Le mobilier funéraire n'en est que plus important. Il est conservé dans la chambre forte de l'Office des monuments historiques. La position des tombes indique une relation entre la princesse et l'enfant. Mais les parures en or indiquent un lien encore plus étroit. Les bijoux de l'enfant et ceux de la princesse sont très ressemblants. Quand on compare les fibules, on retrouve le même motif de points et de traits. Les fibules de la fillette sont un peu plus petites et plus rondes, plus adaptées à une enfant. Celles de la princesse sont plus longues. Donc à l'heure actuelle, sur la seule base de ces fibules en or, on voit un lien très étroit entre la princesse et la fillette. Ces bijoux racontent peut-être une histoire de famille. Mais ils soulèvent aussi de nouvelles questions, car ce style d'orfèvrerie est étranger à la région. Cette femme était vraiment au top de la mode. Elle portait des fibules comme on en avait à l'époque en Italie. Mais c'était très rare dans notre région. Sa parure en or était d'une grande finesse. C'était l'ouvrage d'un orfèvre formé en Italie ou dans la péninsule ibérique. Donc elle était vraiment à la pointe de la mode. Et elle n'avait rien à envier aux femmes de la noblesse étrusque ou des colonies grecques. Ces joyaux étrangers peuvent aussi signifier que la princesse venait elle-même de l'étranger, que c'était une migrante originaire du Sud. Ces restes sont très dégradés. Ils ont été plâtrés pour empêcher qu'ils se détériorent davantage. Leur analyse isotopique pourrait apporter un début de réponse. Nous absorbons des éléments chimiques avec les aliments que nous ingérons.
notamment le strontium, qui se dépose dans l'émail des dents. Les isotopes de cet atome ne sont pas les mêmes dans toutes les zones géographiques. L'analyse isotopique peut donc fournir des indications sur le lieu de naissance et d'habitation d'une personne. On espère que l'analyse de l'émail des dents va nous permettre de répondre à la question de l'origine de cette femme. Est-elle née là où elle est enterrée? Y a-t-elle grandi? Ou bien a-t-elle passé une partie de sa vie ailleurs? Les résultats de l'analyse sont clairs. La princesse n'était pas une étrangère. Elle est née dans les environs de la Heuneburg. Elle n'a sans doute jamais quitté son pays natal. Mais grâce aux nombreux échanges commerciaux avec des peuples lointains, elle était en contact avec le reste du monde. Sa fortune lui a permis de choisir les plus beaux joyaux parmi un vaste choix de produits. Et elle les a gardés pour l'éternité. Peu de tumulus ont survécu à des millénaires d'agriculture. On ne sait pas encore avec certitude pourquoi les chefs celtes étaient enterrés sous une montagne de terre et de pierre. Il y a vraisemblablement plusieurs raisons à cela. D'abord, les amas de pierre devaient sans doute arrêter les pilleurs de tombes. Ensuite, les morts eux-mêmes étaient peut-être considérés comme dangereux, du moins certains d'entre eux. La crainte des revenants qu'on observe plus tard a pu jouer un rôle. L'amas de pierre servait peut-être à empêcher les défunts de quitter leur sépulture. La crainte des revenants est quasiment universelle. Mais dans le cas du prince celte, dont les vestiges sont exposés au musée de Hochdorf dans le sud-ouest de l'Allemagne, le tumulus devait servir avant tout à protéger le trésor funéraire. La tâche des celtologues n'est pas aisée. Comment reconstituer la vie quotidienne, les arts et la religion des tribus qui ont présidé à la destinée de l'Europe au premier millénaire avant notre ère, alors qu'elles ne nous ont laissé quasiment aucun écrit? Une chose est sûre, les Celtes étaient des peuples fiers et riches. Nous avons devant nous un personnage hors norme. Le prince de Hochdorf était sûrement tout en haut de la société, loin devant ce qu'on peut appeler les classes moyennes aisées. Cela signifie naturellement qu'il possédait des biens qui étaient totalement inaccessibles aux gens ordinaires. Sa tombe renfermait des bijoux et divers ustensiles. On a aussi trouvé 9 cornes à boire, dont la plus grande a une contenance de 5,5 litres. Le prince espérait-il participer à un banquet dans l'au-delà? Sans doute, puisqu'on a aussi découvert une barrique de 500 litres remplie autrefois d'hydromel. Quand on examine les sépultures des princes et des princesses, on voit une aristocratie qui, au moment de la mort, montre son goût pour la vie à la cour. Brennus et ses hommes ne mènent certainement pas une vie fastueuse durant le siège de Rome. Ce siège va durer 7 mois, d'après les sources antiques. Mais les deux camps s'épuisent. Les Romains, retranchés au Capitole, commencent à manquer de vivres. Les Celtes, qui sont dans la ville basse, contractent des maladies et souffrent de la chaleur torride, de la faim et de la soif.
Les Celtes finissent par négocier avec les Romains. Ils se déclarent prêts à lever le siège en échange d'une rançon de 1000 livres d'or. Les Romains apportent l'or. Il est pesé. Mais les Celtes utilisent sciemment des poids truqués. Les Romains s'en rendent compte et protestent. Brennus jette alors son épée dans la balance et dit ces paroles qui seront souvent répétées « Vae victis », malheur aux vaincus. Vae victis. Dans un premier temps, le sac de Rome a été un revers d'autant plus cruel pour les Romains qu'ils ambitionnaient de dominer le centre de l'Italie. Mais ils se sont remis très vite de cette défaite. L'invasion gauloise, comme on l'appellera plus tard, est bien loin de signifier la fin des Romains. Au contraire, elle marque le début de leur grande conquête. Ils perfectionnent leur art de la guerre, et bientôt les Celtes eux-mêmes ne peuvent plus leur tenir tête. Le plus grand général de Rome finira par conquérir toutes les Gaules. Il s'appelle Jules César.